puisqu'on m'a donné quelques minutes en plus, je vais parler de nos mines sur un plan géologique et de nos projets de développement au Maroc et à l'international. Donc je commence par la mine la plus précieuse, hein, c'est la mine d'argent de Dimiter, qui est une mine qui est parmi, enfin je pense qu'elle est l'unique mine au monde aujourd'hui à produire, à exploiter l'argent comme produit primaire, avec des teneurs aussi qui sont extraordinaires, puisque dans le passé, ils ont dépassé les 1000 grammes à la tonne, ce qui est vraiment exceptionnel, alors que dans les autres mines au monde, c'est un sous-produit qui, on s'estime heureux quand on a 100 grammes, 200 grammes, 100 grammes à la tonne, déjà c'est... Alors sur un plan métallogénique, les modèles sont encore discutés. Je pense que le plus, c'est mon point de vue, c'est mon avis. Je suis co-auteur de publications aussi sur ce sujet-là. Je pense que le modèle le plus solide, c'est le modèle du gisement épithermal Fini-Cambrien, avec Gilles Devresque et l'équipe de Cheyez. Il y a un article qui est en cours sur le gisement. Pour ce qui est de la mine de fluorine, bon, bien évidemment, là aussi il y a des divergences. Tout le monde s'accorde que c'est un gisement qui est périganétique, mais il y a aussi des divergences sur l'âge de la minéralisation, puisque Michel Gebra, qui est un ami, l'a considéré hercynien. Des travaux récents de l'équipe Nancy toujours l'ont remis plutôt Trias. Voilà. Pour les VMS de Hajar, autant tout le monde s'accorde que le gisement de Hajar, proprement dit, bon, je fais comme si vous connaissez tous, et je crois que c'est bien le cas, que vous connaissez tous ces gisements-là, du moins pour ce qui est de la localisation et des notions de base. Donc pour le gisement de Hajar, tout le monde s'accorde que c'est un VMS. Mais d'autres gisements connus dans la région sont aussi aujourd'hui sujets à discussion, notamment le gisement de Tara et Koudé Aïcha, Paul est là, de la BGS, qui considère que le gisement de Tara est un gisement plutôt à contrôle structural, un contrôle tectonique lié plutôt à l'orogénèse hercynienne, c'est bien ça. Donc c'est pour dire que c'est d'ailleurs le secret de notre métier, hein, c'est ce qui fait qu'il est passionnant, c'est que c'est jamais figé. C'est jamais figé et tous les questionnements sont bons pour faire avancer aussi bien les modèles scientifiques que l'exploration. Alors pour la partie cuivre, nous avons commencé, Managem a commencé par produire de l'or à partir de la mine d'Artra, qui est une petite mine quand elle est située dans le contexte régional. C'est une mine qui a fait moins d'1 million d'onces, hein, elle a fait en tout 15 tonnes d'or, dans un contexte birimien, alors qu'il est, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, les gisements, au Maroc, les gisements aurifères sont de petite taille. C'est pas mature sur un plan tectonique. C'est un gisement qui est dans les mêmes contextes géologiques et métallogéniques que les gisements que nous sommes en train d'exploiter ou de prospecter en Afrique, qui sont de taille mondiale, à plusieurs millions d'onces. Mais malgré tous les efforts de l'ONIM et de Managem, le gisement n'a pas pu dépasser, comme j'ai dit, les 15 tonnes. Après, à l'épuisement des réserves, Managem a switché de l'or au cuivre. Et là, en passant, je citerai l'apport de la géologie. La géologie, telle que nous la pratiquons, c'est réellement de la géologie économique qui doit créer de la valeur. In fine, c'est des géologues qui ont permis ce switch-là, parce qu'en faisant leur prospection, ils sont passés sur la mine de Tézélert. Ils ont vu les scories, ils les ont analysées, ils ont trouvé du 2-3%, donc ils ont pensé à l'exploitation des scories. C'est comme ça que ça a commencé.
passant par les essais de traitement, en ayant une usine de flotation sur place, c'était facile. Donc on a switché de la même usine qui a servi au traitement de l'or, a servi à lancer l'activité cuivre. Et c'est comme ça qu'on a pu garder la continuité de l'activité dans la région. Et aujourd'hui, nous avons non seulement l'opération qui est en cours d'exploitation du cuivre, mais nous avons aussi un projet de développement qui est de grande taille, qui est le projet de T-Zelt, qui est aujourd'hui, c'est plus de secret pour personne, à 38 millions de tonnes de ressources, ce qui en fait, je pense, le deuxième gisement de cuivre au Maroc, après celui de Bouscourt, qui lui fait vers les 60-70 millions de tonnes de ressources, d'inventaire géologique. Après l'économique, c'est autre chose. Pour le cobalt, c'est une... bon, là aussi, juste pour l'histoire, c'est un géologue qui a permis la création de l'ONA, même pas ménagère, mais de l'ONA même. C'est Epina. Souleymani connaît l'histoire mieux que moi. Et le géologue faisait sa balade dans les ruelles de Jemaa el-Fna à Marrakech. Il a rencontré des gens, des berbères, des berbères comme moi, vendre les arsénates de cobalt comme ratissite, qu'il a tout de suite reconnu et a demandé de l'amener là où ils récupèrent ce produit-là. Et c'est comme ça que l'ONA a été créé. Pour vous dire l'importance de la géologie dans le métier de l'industrie minière, et c'est un mal nécessaire, je dirais, pour l'humanité de manière générale. Alors, sur un plan géologique, ce que j'ai à vous apporter de nouveau aujourd'hui, c'est que il y avait aussi des discordes, des divergences sur le modèle métallogénique et l'âge de la minéralisation. Et moi-même, j'ai longuement défendu un gisement hydrothermal tardif panafricain. Récemment, avec Michel Gebrak, nous avons fait des datations sur la molybdénite par la méthode osmium-rhénium. Et nous avons eu des âges qui sont parfaitement cohérents avec ceux de l'allemand, là, comment il s'appelle, Lobeter. Voilà, donc c'est plutôt hercynien. Ça élucide, on élucide une bonne fois pour toutes la question, l'âge de la genèse de minéralisation de cobalt. Nous avons une mine d'or au Gabon qui est de type périgranitique, qui diffère des mines connues en Afrique de l'Ouest, puisque l'encaissant c'est de l'archéen et il est lié à un dôme de granit igneus, granit granitique igneus. Alors pour les projets de développement, comme j'ai dit aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Pour les projets de développement, nous avons le projet de Bouscourt et T-Zelt au Maroc pour le cuivre, avec une vision d'avoir une production de taille mondiale dans un délai de 3-4 ans. Nous avons un projet de taille aussi mondiale au Soudan, dans la ceinture arabo-nubienne, à Gabgaba. Aujourd'hui, les ressources atteignent les 3 millions d'onces, avec un potentiel important. Nous avons un projet de cobalt-cuivre en RDC, avec 1 million de tonnes de métal de cuivre, c'est pas rien, et quelque chose comme 200 000 tonnes de cobalt, métal, et plusieurs projets d'exploration à des stades différents, en Éthiopie, en Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, pratiquement dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je vous remercie. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Simacha pour cette brillante conférence. Merci de nous avoir projeté un petit peu dans la réalité de...
Merci de nous avoir projetés dans la réalité de l'industrie minérale, de nous avoir rappelé la complexité de ce domaine et aussi d'avoir mis l'accent sur un certain nombre de points concernant l'existant, mais aussi concernant le futur de cette industrie. Monsieur Machar est très occupé, très sollicité. On va réduire le nombre des questions, peut-être à 2 ou 3 questions bien ciblées, s'il vous plaît. Merci.